Vous cherchez à découvrir le yoga sans pression ni jugement? Bienvenue à notre cours de yoga complet et gratuit, créé et animé par Lily Mika en exclusivité pour ABC Talk. Ici, pas besoin d'être souple, ni de performer. Découvrez le yoga décomplexé, une approche qui casse les codes, adaptée à tous les corps, tous les âges, tous les niveaux. L'accent est mis sur l'écoute de soi et sur l'adaptation des postures à votre morphologie, et non l'inverse. Rejoignez-nous pour un moment de bien-être, où l'essentiel, c'est d'être à l'écoute de soi. Inscrivez-vous dès maintenant en cliquant sur le lien situé en haut à droite de l'écran ou dans la description de la vidéo et vivez l'expérience du yoga en toute simplicité. Il faut faire vraiment comprendre aux personnes qui arrivent au-delà de, 65, 70 ans, 80 ans, etc., c'est que s'ils veulent entretenir leur moelle osseuse et éviter ce type de pathologie, qui est une sorte, si vous voulez, de cancérisation de la moelle osseuse, parce qu'elle est mal nourrie, parce qu'elle est mal oxygénée, parce qu'elle est mal mobilisée. Donc, leucémie, et ces leucémies, ça se traite avec des traitements plus ou moins complexes, plus ou moins lourds, qui ne sont pas du tout agréables. Donc, la prévention est absolument fondamentale. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons choisi comme sujet la moelle osseuse. Vous avez tous peut-être pris au restaurant l'os à moelle, et vous avez remarqué qu'il était assez gras, la moelle, et qu'il fallait mettre un peu de sel pour lui donner du goût. Et pourquoi nous faisons ce sujet? Tout simplement parce que très souvent, même des collègues encore récemment, dans leur expression, je les entendais confondre la moelle osseuse et la moelle épinière. Rien à voir. La moelle osseuse est à l'intérieur de l'os et la moelle épinière, elle est effectivement au centre de nos vertèbres, descendant depuis notre cerveau, notre cervelet, notre tronc cérébral, et elles n'ont rien à voir, sauf que elles sont vivantes toutes les deux, se renouvellent d'une manière différente. Mais restons sur la moelle osseuse et avec Jean, nous allons donc en parler pour vous aider à l'entretenir et à la stimuler. Pourquoi ? Parce que nous voyons de plus en plus de maladies liées à cette pathologie, à ces pathologies qui sont assez nombreuses, issues justement de ce que fabrique la moelle osseuse. Alors, que fait la moelle osseuse? Eh bien, nous avons 206 os, on les a comptés les uns après les autres, et à l'intérieur de ces os, il y a la moelle osseuse. Et cette moelle osseuse est absolument fondamentale puisqu'elle fabrique toutes nos cellules, les rouges, les blancs, et les plaquettes. Alors vous me direz, mais combien en fabrique-t-elle? Oh, écoutez, on va vous donner un chiffre assez large quand même, parce que depuis l'enfant jusqu'à la personne âgée, c'est 850 milliards à 1000 milliards par jour. Vous entendez bien? Par 24 heures. Jour et nuit, votre moelle osseuse, elle bosse. Mais pendant la nuit, évidemment, votre squelette est au repos, donc elle continue à travailler, mais ce qui va la faire travailler le mieux, c'est l'activité physique. Alors je ne vous dis pas de ne point dormir et de ne point vous reposer, mais vous allez voir que cette activité physique est absolument essentielle au fonctionnement de cette moelle osseuse. Elle a besoin de quoi? D'oxygène, de vitamine C, de fer et peut-être bien d'autres dont Jean va nous parler. Alors, qu'est-ce qu'elle fabrique? Je vous ai dit qu'elle fabriquait des globules rouges, des plaquettes et des globules blancs. Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est que pour fabriquer un globule rouge, il faut qu'il y ait une cellule souche. Une cellule souche qui va être une véritable lignée qui vient de ce qu'on appelle la lignée myéloïde par rapport à une autre lignée qu'on appelle lymphoïde et par rapport à encore une autre lignée que nous allons voir dans quelques instants. Donc cette lignée myéloïde va fabriquer des premières cellules qui deviendront des globules rouges. Elle ne fait pas d'emblée des globules rouges. Elle fait ce qu'on appelle des cellules souches de globules rouges, qu'on appelle érythroblastes. Érythro en grec, ça veut dire rouge, blast, des cellules qui sont originelles et qui vont former après des érythrocytes. Et après les érythrocytes, vous avez les globules rouges. Ça, c'est absolument fabuleux. Et vous savez que nous en avons entre 4 et 5 millions par millimètre cube de sang. Vous vous rendez compte? Par millimètre cube de sang. 4 à 5 millions, et quand vous avez un taux qui est trop bas, vous avez une anémie, vous êtes fatigué, vous êtes essoufflé, et vous pouvez attraper toutes les maladies qui traînent sur notre planète. Bien, ça c'est les globules rouges. Et puis vous avez cette lignée, toujours la même myéloïde, qui est capable de préparer la formation de globules blancs.
ils ne sont pas d'emblée globules blancs. On les appelle des leucoblastes, c'est-à-dire des cellules leuco en grec qui veut dire blanc, blastes qui sont à l'origine des futurs globules blancs. Et alors là, la quantité n'est pas énorme puisque en nombre de globules blancs par millimètre cube de sang, nous avons à peu près entre, disons, 5000 et 8000 globules blancs par millimètre cube de sang. Donc, vous voyez la différence avec les millions de globules rouges. Mais ce qui est important à savoir, c'est que dans ces globules blancs, vous avez des familles différentes. Des familles différentes, c'est pour ça qu'on parle de granulocytes, parce qu'il y a des granules à l'intérieur de ces globules blancs. Les uns sont neutrophiles, les autres sont basophiles, les autres sont éosinophiles. Vous voyez, ça fait déjà 3 familles différentes qui ont des rôles fort différents, nous en parlerons. Et puis, il y a enfin des lymphocytes. Alors, ces lymphocytes, ce sont des formes de globules blancs, ce sont des familles de lymphocytes. Quand j'ai commencé la médecine en 1962, au siècle dernier, on nous disait, voilà, il y a des lymphocytes, point final. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a à peu près 359 familles différentes de lymphocytes, qui ont chacune des rôles différents et qu'on ne connaît encore pas tous. Nous avons appris énormément de choses, par exemple, avec une maladie catastrophique qui s'appelle le sida, syndrome d'immunodépression acquise. Et ce sida, donc, eh bien, il nous a appris qu'il y a au moins 2 familles essentielles qui sont les T4 et les T8. Alors on me dit, mais T, qu'est-ce que ça vient faire? Eh bien, vous avez B et T. Alors B, ça vient de bone en anglais qui veut dire os. Donc vous avez cette moelle osseuse qui fabrique des lymphocytes B qui sortent de la moelle osseuse et qui vont, pour certains d'entre eux, grosso modo la moitié, qui vont vers le thymus et qui, sortant du thymus, s'appellent des lymphocytes T. Ils sont passés par le thymus. Mais qu'est-ce qu'ils foutent dans le thymus? Bien, dans le thymus, ils apprennent à mémoriser. Alors, ils n'apprennent pas les fables de La Fontaine, mais ils apprennent à mémoriser quoi donc? Tout simplement que des choses qui seraient des intrus, qui viendraient dans notre corps, eh bien, eux vont s'en occuper, ces lymphocytes T, comme certains lymphocytes B aussi, et vont fabriquer des anticorps face à des antigènes, car nous sommes entourés d'antigènes, de bactéries, de virus, de champignons, de parasites, et nous avons un système immunitaire qui est parfaitement réglé, organisé pour neutraliser tout ça. Saviez-vous que le visible procède de l'invisible? Avant de se manifester, l'information passe par les champs invisibles qu'on appelle le champ quantique. Eh bien, en manifestant le champ quantique, en rentrant dans ce champ quantique, on peut faire premièrement le déblocage de la problématique que nous avons. Nous pouvons travailler sur nos 5 blessures de l'âme, on peut travailler sur les problématiques avec le père et la mère, et on peut aussi travailler sur plus d'abondance, sur plus de finances, sur plus de progression dans le travail et sur un couple amoureux et heureux. Eh bien, c'est tout ça que je vais vous apprendre en un week-end non pas de formation, mais de transformation. Pour en savoir plus, cliquez sur abctalk.fr sur un des liens sous la vidéo et vous découvrirez les dates, les villes où je ferai ces week-ends et surtout toutes les informations pratiques pour vivre ces séminaires intenses de transformation. À très vite. Alors, ce qui est important à bien comprendre, c'est que cette moelle osseuse, elle est vitale. Elle est vitale parce que si vous avez une moelle osseuse qui se met à chahuter, par exemple, elle ne fabrique pas assez de globules rouges, elle en fabrique trop. Si on en fabrique trop, ça va faire des bouchons sur les vaisseaux. Si on n'en fabrique pas assez, vous allez être anémie, essoufflé, vous n'en pouvez plus. S'il s'agit des globules blancs et que l'on fabrique trop, au lieu d'en fabriquer 5000 par millimètre cube, 15 000, vous êtes avec une leucémie. Et une leucémie, ça peut tourner mal. Il y a des leucémies aiguës, il y a des leucémies chroniques, il y a des leucémies lymphoïdes, il y a des leucémies myéloïdes, bref, tout ça. Mes collègues hématologues sont des grands spécialistes que j'admire sur tous ces sujets donc de maladies hématologiques qu'on appelle encore des cancers liquides. Pourquoi cancer liquide? Parce que opposé aux cancers solides qui sont des cancers qui se développent au niveau de l'estomac, au niveau du foie, au niveau des poumons, au niveau des reins ou d'ailleurs, ou du cerveau, ou des os, bien sûr. Donc, vous voyez, vous devez comprendre que votre moelle osseuse, elle vous est vitale. Et donc, il faut bien comprendre cela, la quantité qui est fabriquée, eh bien, il faut qu'elle soit entretenue pendant tout le long de votre vie.
Et plus vous allez avancer en âge, plus vous allez avoir tendance à rester au lit longtemps le matin, à garder les babouches aux pieds pendant toute la matinée si c'est pas dans l'après-midi, à rester à la télévision à regarder un tas de bêtises, c'est souvent le cas malheureusement, sauf quand vous regardez ABC Talk, alors là vous apprenez des choses en permanence. Donc c'est important, c'est de savoir comment nous allons stimuler et entretenir cette moelle osseuse. Alors Jean, donc à toi maintenant, qui est un peu le nutritionniste en chef, de nous dire comment la nourrir, cette moelle osseuse, pour l'entretenir et avoir toutes les globules qu'il nous faut. J'oubliais les plaquettes quand même, parce que c'est la troisième lignée. Ce sont les mégacaryocytes qui donnent les plaquettes, qui sont des grosses cellules, si vous voulez, qui vont se diviser, fabriquées par la moelle osseuse. C'est la troisième lignée, la myéloïde, la lymphoïde et la mégacaryocytaire, qui formera des plaquettes à peu près 150, 300 000 par millimètre cube aussi, qui ne sont pas des véritables cellules, mais des plaquettes, comme on dit, qui ont un rôle absolument fondamental. Alors à toi maintenant de nous dire et d'ajouter peut-être des éléments que je peux avoir oubliés. C'est un sujet qui est absolument passionnant parce qu'on a énormément de publications qui ont démontré clairement que la qualité de l'alimentation a un impact décisif sur la qualité des fonctions immunitaires. Donc ça veut dire que on doit extraire un petit peu son regard d'une approche purement calorique de la nutrition et regarder le côté fonctionnel des différents micronutriments. Et selon le type de cellules auquel on s'intéresse, on va passer en revue pratiquement la totalité des micronutriments. Il y a des spécificités particulières auxquelles on pense facilement. Tu as cité le fer, qui est indispensable pour produire l'hémoglobine. La partie M, la partie non protéique, est fabriquée à partir d'éléments dérivés du cholestérol et de fer, mais la partie globine, donc hémoglobine, la partie globine, le support protéique, c'est de la protéine. Voilà, ce support protéique, il faut avoir des apports en acides aminés essentiels qui soient corrects, donc une alimentation qui soit à minima normoprotéinée, selon l'état de santé de chacun, selon le niveau d'activité physique, selon l'âge, etc., selon les conditions de santé. Autour d'un gramme par kilogramme de poids. Alors ça varie pas mal l'apport protéique parce que ça dépend de l'activité physique. Et l'âge. Une personne qui fait beaucoup d'activité physique aura des besoins en protéines qui peuvent être considérablement plus élevés par rapport à une personne sédentaire. Donc c'est le cas chez les sportifs de haut niveau ou sportifs professionnels. Dans les âges avancés, on cherche à l'augmenter un peu parce que les fonctions digestives déclinent ou tendent à décliner. Et donc on craint quand même chez une personne qui aurait réduit son activité physique, qui aurait plus de mal à digérer et absorber les protéines, on craint la sarcopénie. La sarcopénie, c'est une perte de masse musculaire qui est associée à d'autres signes cliniques. Alors c'est pas tellement que les gens ne bougent pas, c'est que leur système digestif fonctionne moins bien. Parfois, ils ont besoin d'avoir des traitements pour ça, des antiacides, des choses comme ça. Leur capacité à digérer, absorber, métaboliser les protéines se dégradant, ils ont tendance à en consommer moins. Donc, il y a un véritable déséquilibre alimentaire qui est connu et qui est pris en charge en milieu hospitalier, en diététique, etc. Je veux dire, les personnes concernées sont largement au courant et formées sur ce sujet-là. Et le problème, c'est que non seulement cette sarcopénie équivaut à une perte de masse musculaire, donc perte de force musculaire qu'on peut quantifier. Donc on bouge pas trop. Perte d'équilibre aussi, donc augmentation du risque de chute, donc du risque de fracture. Qui dit sarcopénie dit perte de masse protéique aussi au niveau osseux, donc risque de fracture associé à une ostéoporose. Parce qu'il faut savoir que l'os est très loin de contenir que du calcium. Il a aussi toute une matrice protéique dont la qualité est déterminante pour la solidité osseuse. Oui. Et puis ensuite, manquer de protéines, c'est réduire son immunité et ça fait partie de la spirale descendante infernale de la carence en protéiques, de la dénutrition protéique. C'est que le résultat, c'est qu'il y a un déficit immunitaire qui finit par apparaître. C'est ce que Montagnier appelait chez la personne âgée le syndrome d'immunodépression acquise de la personne âgée, le sida A. Ça n'a rien à voir avec le virus. Voilà. Avec une augmentation de la mortalité chez le sujet hospitalisé, etc. Donc toutes ces choses-là sont connues. Il y a des recommandations de la Haute Autorité de Santé qui sont intéressantes à suivre de ce point de vue-là pour le dépister, pour le prendre en charge. Donc déjà, l'apport protéique a son importance. Il ne faut pas un apport excessif, il faut un apport ajusté. Voilà. L'oxygène aussi quand même. L'oxygène, c'est par la respiration, donc avoir des fonctions respiratoires avec un petit peu de marge, c'est intéressant. C'est que l'activité physique apporte un rôle intéressant. Pour revenir aux micronutriments, on a besoin de fer, bien sûr, mais on a besoin aussi de vitamines du groupe B
Pour fabriquer des globules rouges, tout particulièrement, on a besoin de vitamines B9, B12 et B6. B9, c'est l'acide folique. B9, c'est l'acide folique. C'est-à-dire les feuilles, quoi. C'est les légumes feuilles. Le végétal. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut avoir une alimentation qui comprend des végétaux à feuilles. Donc manger un petit peu de salade verte tous les jours, c'est le moins qu'on puisse faire Des pour fruits. ça. Après, on va trouver des sources de vitamine B9 dans les céréales complètes, dans les légumineuses, dans certains oléagineux. Donc il faut avoir une véritable diversité, surtout dans le monde végétal, qui a l'avantage d'apporter aussi beaucoup d'autres vitamines du groupe B. La seule vitamine que le monde végétal n'apporte pas, c'est la B12, qu'on apportera par les viandes, les poissons, les volailles, essentiellement. La gelée royale des abeilles. La gelée royale des abeilles, qui peut être aussi un complément intéressant. Voilà, mais les sources les plus classiques, c'est vrai que c'est tous les produits animaux, essentiellement la chair animale quand même. Hein. Les produits laitiers en contiennent un peu, l'œuf beaucoup moins. Donc c'est, voilà, à minima, je dirais que manger du poisson, ce serait quand même une base intéressante pour pas mal d'autres raisons encore. Les fruits de mer. Les fruits de mer aussi, bien sûr. Donc, ces vitamines du groupe B ont une grande importance. Alors, tu as parlé de la vitamine C, il ne faut pas oublier la vitamine E, Oui. qui est la grande collaboratrice de la C. Grâce, hein. La vitamine C recyclant la E, on va... Elles sont copines toutes les deux. Voilà, hein. elles travaillent en collaboration très étroite. La vitamine E est d'autant plus importante que quand on parle de fabriquer de grandes quantités de cellules de façon permanente, ça veut dire qu'on va fabriquer beaucoup de membranes. Et les membranes cellulaires, elles sont constituées de phospholipides. C'est la matière première numéro 1. Ça veut dire que nos cellules sont constituées de membranes, sont délimitées par des membranes. Il y a la membrane plasmique qui est celle qui est tout autour, mais à l'intérieur, il y a plein de petits organes qui eux-mêmes sont constitués de membranes tout à fait similaires, toujours constituées de phospholipides. Et donc, la qualité des lipides alimentaires est déterminante pour fabriquer des membranes qui soient suffisamment souples. Parce que, on ne le sait pas beaucoup, mais les globules rouges doivent s'enrouler, se plier pour passer dans les capillaires. Ils ont un diamètre qui est beaucoup plus gros, qui est 2 fois Grande plus gros. souplesse des globules. S'ils ne Voilà. sont pas souples, ça bouchonne. Hein. Ben, ça passe moins bien, l'oxygénation est moins bonne. Donc il faut avoir un profil en acides gras, des apports en acides gras de qualité, et donc une alimentation pas trop riche en graisses saturées. Graisses saturées qu'on trouvera dans la charcuterie, les viandes bovines, porcines et les produits laitiers. Donc là, il ne faut pas en consommer trop. Et on a besoin, en revanche, d'avoir une alimentation plus riche en oméga 3 par rapport à nos habitudes. Donc les oméga 3 végétaux dans les noix, les huiles de colza, de noix, de chanvre, de cameline, par exemple, les graines de lin, etc. Donc, et puis ensuite, les oméga 3 qu'on trouvera dans le poisson, qui vont donner beaucoup de fluidité à ces membranes-là et qui vont favoriser l'oxygénation jusqu'au bout des capillaires. Dans la moelle osseuse, parce que les capillaires arrivent dans la moelle osseuse, et je veux signaler une chose, c'est que vous avez une moelle jaune et une moelle rouge. La première, qui est rouge, contient plutôt des cellules qui sont en train de se préparer, chez l'enfant en particulier, parce que l'enfant n'a pas encore un squelette extrêmement solide. Et puis ensuite, nous allons avoir une moelle jaune qui est beaucoup plus grasse, puisque le gras de la moelle osseuse, c'est pratiquement 10% du poids du corps. Et si on regarde le poids de la moelle osseuse, il a un poids supérieur à notre propre foie. Donc le poids de la moelle osseuse en tant que tel est extrêmement important. On pourrait considérer la moelle osseuse comme une véritable unité. C'est pour ça que nous faisons ce webinaire, pour faire comprendre aux gens combien ils ont besoin d'activité. Il faut bouger vos os si vous voulez nourrir cette moelle osseuse avec l'oxygénation, la vitamine C, les vitamines B, les vitamines E, etc. Ça va être très important de jouer sur les deux plans. L'être humain n'est pas programmé pour la sédentarité et aujourd'hui, force est de constater qu'on est très sédentaire. Il faut se désédentariser. Beaucoup de personnes en parlent et c'est une très bonne chose. Il faut sortir de la sédentarité. Ça ne veut pas dire qu'il faut tous devenir marathoniens pour la semaine prochaine. Il s'agit de se lever, de sortir de nos bureaux, de marcher davantage, de faire les escaliers à pied, etc. C'est pas la trottinette électrique qui va être la meilleure des solutions, quoi. Voilà. Donc l'activité physique va avoir un rôle important. Pour revenir à la nutrition et l'activité physique, c'est vraiment un duo qui a une puissance de génération de santé fabuleuse. Il faut les deux, il faut travailler sur les deux plans. Quand on apporte des oméga 3, on apporte de la fluidité à nos membranes, mais il y a aussi des effets de signalisation très intéressants. Signalisation, par exemple, pour permettre au vaisseau de se relaxer.
La vasorelaxation, c'est-à-dire l'ouverture du diamètre des vaisseaux, va favoriser l'apport sanguin dans certains tissus. Et cette capacité de vasorelaxation, elle est déterminante dans la prévention cardiovasculaire. Oui, bien sûr. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la fonction endothéliale. On a de merveilleuses études qui ont montré que consommer l'équivalent de 7 noix tous les jours en moyenne permet d'améliorer cette fonction endothéliale. Donc les oméga 3 vont contribuer à ça par à la fois la souplesse de la membrane des globules rouges et d'un autre côté le côté signalisation, augmentation de la production d'éléments vasorelaxants. Ensuite, les oméga 3, ils ont un rôle signalétique extraordinaire qui a valu, il me semble, un prix Nobel il y a une vingtaine d'années. Ces oméga 3 sont des régulateurs de l'immunité. Quand on a une alimentation pauvre en oméga 3, la façon dont notre système immunitaire fonctionne, c'est une façon qui est perpétuellement pro-inflammatoire. L'activité qui va stopper cette phase pro-inflammatoire ne se met pas bien en route parce qu'elle dépend notamment des oméga 3. Donc avoir plus d'oméga 3, c'est avoir un terrain moins inflammatoire. C'est avoir un terrain plus efficacement capable de stopper un phénomène inflammatoire, de favoriser la cicatrisation, etc. Et ça, dans la régulation de l'immunité, dans la production des globules blancs et dans la régulation de leur activité, c'est absolument crucial. Les personnes qui sont carencées en oméga 3 ont beaucoup plus de maladies inflammatoires chroniques, beaucoup plus de maladies, de troubles immunitaires, un système immunitaire qui est moins efficace. Donc ça c'est absolument déterminant et ça colle assez bien effectivement avec cette image de la moelle très grasse. Donc la qualité des graisses qu'on va choisir est absolument déterminante pour ça. Alors une chose très importante, quand par exemple un jeune, une personne, quel que soit son âge, a un accident de la circulation avec telle ou telle fracture, et souvent ce sont des fractures sur le bassin ou sur les membres inférieurs, il y a ce que nous craignons en pathologie, je dirais, d'urgence, ce qu'on appelle une embolie graisseuse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, embolie graisseuse ? Ça veut dire tout simplement que vous avez de la moelle osseuse qui est très grasse, comme nous l'avons dit. Souvenez-vous de l'os à moelle. Et le danger, c'est qu'il y ait un passage de gras dans les vaisseaux. Et si ce passage de gras se fait dans les vaisseaux, il se fait parce que justement c'est gras, donc c'est relativement souple, pas trop épais, ça va glisser dans le vaisseau et ça va arriver jusqu'au cœur et ça donne une embolie pulmonaire, ce qui est extrêmement dangereux. Donc ça, c'est le côté gras de la moelle osseuse qui fait que lorsque nous avons une fracture, il faut y penser. C'est pour ça qu'on met les personnes qui sont accidentées, qui ne peuvent pas trop bouger en plus, sous anticoagulants. Mais venons-en maintenant sur les maladies de la moelle osseuse. Les maladies de la moelle osseuse sont faciles à réfléchir, c'est-à-dire qu'il faut se dire, nous allons prendre les globules rouges, nous allons prendre les globules blancs, nous allons prendre les plaquettes, et nous allons voir qu'est-ce que ça donne comme maladie quand il y a trop de rouge ou pas assez, trop de blanc ou pas assez, trop de plaquettes ou pas assez. Alors allons-y. Premièrement, sur les globules rouges, il n'y en a pas assez, ça s'appelle une anémie. Et une anémie, elle peut être fériprive, parce qu'il n'y a pas assez de fer. Elle peut être liée au fait qu'il y a une consommation des globules rouges, parce que le phénomène inflammatoire est un phénomène qui mange les globules rouges et qui les détruit. Donc, et qui consomme du fer aussi. Et qui consomme du fer. Bon. Donc ça, c'est le côté anémique qu'on va transformer ou régler par un apport de fer, ou bien si l'apport de fer ne suffit pas, si le taux des globules rouges avec une hémoglobine qui tombe au-dessous de 7 par exemple, là, il faut, on le sait, transfuser, avoir du sang d'un donneur avec des groupages, etc. et qui fait qu'on va récupérer une augmentation de l'hémoglobine et une augmentation du taux des globules rouges. Maintenant, pathologie cancéreuse, c'est avoir trop de globules rouges. Ça s'appelle la maladie de Vaquez. La maladie de Vaquez, c'est quoi ? C'est une polycythémie de globules rouges, c'est-à-dire au lieu de fabriquer 4 à 5 millions de globules rouges, qui ont une durée de vie, il faut quand même le dire, de 120 jours. S'ils se mettent à vivre 150 jours ou 200 jours, ça veut dire qu'il va y en avoir de plus en plus et qu'il y a quelqu'un ou un endroit dans le corps qui fait que le globule rouge a une vie qui est trop longue. Il faut qu'au bout de 120 jours, il ait terminé sa vie pour être remplacé par un autre. Et où se situe le cimetière, entre guillemets, des globules rouges ? C'est essentiellement dans la rate. Bon, la rate, on va le voir, a un rôle extrêmement important, donc il est utile de la respecter. Nous ferons d'ailleurs un jour un webinaire sur ce sujet, sur le fonctionnement de la rate, pour que les gens comprennent bien à quoi elle sert. Nous allons aussi en parler un petit peu. Donc, le problème de ces globules rouges en trop, eh bien, ça veut dire qu'il y a une mutation. Il y a une mutation au niveau de la formation des globules rouges quand ils sont
au tout départ des érythroblastes avant de devenir des érythrocytes et de devenir ensuite des globules rouges, eh bien, quand cette mutation existe et elle se fait dans un mauvais sens, alors il y a une cancérisation de la formation des globules rouges qui fait que on va avoir trop de globules rouges, mais aussi on va trouver des érythroblastes. Et où les trouve-t-on ? Dans ce qu'on appelle la moelle osseuse. Et la moelle osseuse, nous sommes capables de la connaître, car il faut faire un prélèvement qu'on fait sous anesthésie générale. Alors, à l'époque, on faisait des prélèvements au niveau du sternum, où on avait effectivement de bonnes quantités de moelle osseuse pour l'étudier. Maintenant, on le fait plutôt au niveau de l'aile iliaque, côté droit ou côté gauche, en pompant une petite partie de moelle osseuse pour l'étudier. Et là, on voit qu'il y a des érythroblastes. Bon. Donc ça, nous sommes sur le cancer des globules rouges. Ensuite, si on passe aux globules blancs, pas assez de globules blancs, ça s'appelle une leucopénie. En grec, le pénis n'est pas pénis, mais c'est le peu de globules blancs. La pénurie. Voilà, pénurie. Et donc, quand on a une leucopénie, c'est que très souvent, on a une chimiothérapie ou une chimio-immunothérapie, nous en parlerons une autre fois, qui a tendance à tuer toute cellule en train de se multiplier. Ah, mais alors, elle cellule en train de se multiplier, vous allez me dire, mais le globule blanc, il vit combien de temps ? C'est simple, grosso modo une semaine. Bon, on va dire 7-8 jours. Donc ça veut dire que quand vous donnez une chimiothérapie, cette chimiothérapie ne cible pas que la cellule cancéreuse. Elle cible toute cellule en train de faire 2 enfants, c'est-à-dire 2 autres cellules, donc de se multiplier. Ce qui veut dire que vous avez à ce moment-là une chute de votre taux normal de globules blancs. Et si vous avez un taux de globules blancs, une leucopénie qui est à 1500 mm3 par millimètre cube de sang, vous ne pouvez pas subir la prochaine séquence de chimiothérapie dont vous avez besoin. Donc vous êtes dans un état latent de risque d'infection. Et là, un staphylocoque, un streptocoque, bref, un virus peut arriver, vous attrape et il faut vous donner un traitement antiviral, antibiotique, etc. Donc, insuffisance de globules blancs, c'est surtout les chimiothérapies qui sont responsables. Mais quand il y a un excès de globules blancs, alors là, on est dans les leucémies. Et ces leucémies, on les voit chez les enfants, chez les adultes, chez les personnes âgées. Je l'ai dit, elles peuvent être aiguës, elles peuvent être chroniques. Ce peuvent être des leucémies lymphoïdes ou des leucémies myéloïdes, les unes qui sont plus graves que les autres. Mais sauf que chez les personnes âgées, on en voit de plus en plus. Mais laquelle voit-on ? On voit la leucémie lymphoïde chronique. Ça, c'est le papy ou la mamie qui ne bouge pas. Et ce qui est intéressant à comprendre, c'est que, et qu'il faut faire vraiment comprendre aux personnes qui arrivent au-delà de, je dirais, 65, 70 ans, 80 ans, etc., c'est que s'ils veulent entretenir leur moelle osseuse et éviter ce type de pathologie, qui est une sorte, si vous voulez, de cancérisation de la moelle osseuse, parce qu'elle est mal nourrie, parce qu'elle est mal oxygénée, parce qu'elle est mal mobilisée. Donc, leucémie, et ces leucémies, ça se traite avec des traitements plus ou moins complexes, plus ou moins lourds, qui ne sont pas du tout agréables. Donc, la prévention est absolument fondamentale. Restent les plaquettes. Alors, les plaquettes, soit vous n'en avez pas assez. Quand est-ce qu'on a un taux trop bas de plaquettes ? Ça s'appelle une plaquettopénie. Plaquettopénie, pénurie de plaquettes. Quand on n'en a pas assez, c'est pas compliqué. On va avoir des hématomes. Des hématomes alors qu'on ne prend pas un coup, alors qu'on ne se bat pas, alors qu'on fait le moindre petit coup par-ci par-là, on a des hématomes sur les bras, sur les jambes, etc. C'est une plaquettopénie. Ça se voit après vaccination. Je vois encore récemment une maman qui nous racontait que son fils avait subi une vaccination que nous n'allons pas préciser. Et cet enfant se retrouvait quelques semaines plus tard, 15 jours, 3 semaines plus tard, avec des points rouges sur les membres inférieurs, sur les bras, presque sur le visage, qu'on appelle un purpura. Ce sont tout simplement des petites zones rouges qui traduisent une exfoliation, si on peut dire, la sortie des globules rouges de leur vaisseau et qu'on va retrouver sur la peau des membres inférieurs et supérieurs. Et là, il faut donner un traitement, de la cortisone pour essayer de récupérer. Pourquoi ? Parce qu'on a, je dirais, abîmé la moelle osseuse dans sa fabrication des globules blancs, des plaquettes pardon, mais on ne sait pas très bien pourquoi. C'est un phénomène immunologique qui démontre donc que la vaccination, quelle qu'elle soit, peut créer effectivement une plaquettopénie. Cette plaquettopénie, c'est embêtant. Je voyais encore, il n'y a pas très longtemps, dans mon équipe, une personne qui avait subi un traitement pour une tumeur cérébrale, qui prenait un médicament de chimiothérapie qui était fort utile, et qui se retrouvait avec une plaquettopénie majeure qu'on n'arrivait pas à récupérer. Il a fallu
lui transfuser des plaquettes, c'est-à-dire don de sang, récupération des plaquettes et injection des plaquettes. Ensuite, il y a l'hyperplaquettose. L'hyperplaquettose qu'on appelle la thrombocytémie, c'est-à-dire vous avez trop de plaquettes. Au lieu d'en avoir 300 000, vous en avez 500 000, vous en avez 700 000. Qu'est-ce qui risque de se passer? Accident vasculaire cérébral, accident cardiaque, accident donc d'embolie pulmonaire. Donc il faut absolument faire que tout simplement vous ne fabriquiez pas assez, vous fabriquez trop de plaquettes. Alors, il y a deux solutions. Soit on vous donne une chimiothérapie, oui, il y a un médicament, il y a tout ce qu'il faut pour cela. Soit vous avez un problème au niveau de la rate. Alors vous me direz, mais pourquoi au niveau de la rate? Parce que tout simplement, la rate, elle ne détruit pas assez de vos plaquettes. Vous en avez trop, mais elle ne fait pas le boulot. Ou alors, elle est débordée. Et on peut avoir une augmentation du volume de la rate qui s'appelle une splénomégalie. Donc tout ça, c'est très important et l'hématologue le sait. Il vous examine en détail, il regarde vos ganglions, il regarde le volume de votre foie, le volume de votre rate, et il peut arriver à dire quelle est la raison pour laquelle vous avez cette thrombocytémie. Je vais donner un exemple récemment que j'ai vécu auprès d'un de mes amis qui avait un taux de plaquettes qui était trop élevé, et je lui disais, non seulement le traitement est efficace, mais lui, il avait envie d'arrêter le traitement, et il ne fallait surtout pas l'arrêter, mais je lui dis, il faut avoir une activité physique plus forte pour avoir une mobilisation de la formation normale des plaquettes par la moelle osseuse, et puis faire bosser la rate. Et comment faire bosser la rate? Eh bien, c'est l'activité physique. Et les sportifs le savent. Quand on fait un marathon ou quand on fait un 100 mètres alors qu'on n'est pas trop entraîné, on se retrouve avec une douleur dans la région sous-costale gauche au niveau de la rate parce qu'il y a tout d'un coup une augmentation du volume de la rate qui est très importante. Et il faut savoir que du temps de l'Allemagne de l'Est, il y avait évidemment la concurrence entre l'Est et l'Ouest, n'est-ce pas? Et l'Allemagne de l'Est, qu'est-ce qu'elle voulait? Elle voulait qu'aux Jeux Olympiques, eh bien, les Allemands de l'Est soient supérieurs aux Allemands de l'Ouest. Et qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, ils enlevaient la rate aux coureurs qui devaient faire des marathons ou qui devaient faire des courses des 100 mètres, des 400 mètres, des 200 mètres, etc., pour qu'il n'ait pas ce point de côté sur le côté gauche. Et on s'est rendu compte que c'était totalement absurde et que la splénectomie, l'ablation de la rate, n'était pas une bonne chose. Autre chose, il faut bien savoir que la rate, elle a des capacités bactéricides. La rate est capable de détruire des pneumocoques, la rate est capable de détruire des méningocoques, et on peut donc se poser la question sur certaines vaccinations contre les pneumocoques ou contre les méningocoques, quand on a une bonne rate, elle est capable de faire le travail. Mais donc, nous allons maintenant essayer de donner un petit, je dirais, objectif sur la relation entre la rate et notre moelle osseuse et notre nutrition. Ben, déjà, il y a un micronutriment qui a été beaucoup plus étudié que les autres dans les 15 dernières années, c'est la vitamine D. La D. La vitamine Dominique. D, ouais. D, tout à fait. Donc 1,25-dihydrocollécalciférol. Oui. Calciférol parce que le principal rôle qu'on connaît de la vitamine D, c'est celui de favoriser l'absorption du calcium au niveau de l'intestin grêle et au niveau du rein. Pour les os. Pour notre os. Alors, pas seulement, parce Oui. que le calcium, il est très important pour la contraction musculaire, pour les transports de différentes vésicules contenant des messagers. Donc, ça va beaucoup plus loin, les rôles du calcium vont beaucoup, beaucoup plus loin que simplement la dureté osseuse, puisque c'est ce qu'il apporte d'un point de vue biomécanique. La solidité osseuse, c'est une collaboration entre la matrice protéique, qui donne une résistance mécanique directionnelle bien particulière, en collaboration avec le calcium, qui lui va donner de la dureté. Et le calcium est aussi très très important pour un sujet qu'on a abordé en parlant des plaquettes, qui est celui de la coagulation. Oui. C'est une sorte de facteur de la coagulation. C'est pour cette raison-là que le taux de calcium sanguin ne reflète en rien l'apport en calcium alimentaire. Il reflète le taux de calcium régulé par deux hormones, la calcitonine qui fait baisser le taux de calcium sanguin et la parathormone qui le fait augmenter. Oui. Donc le taux de calcium sanguin doit être constant dans une fourchette bien précise. Si on est au-dessus de cette fourchette-là, on risque de provoquer une agrégation plaquettaire, donc on risque de fabriquer des thrombus, donc il y a des risques d'AVC, etc., des risques d'embolie. Et ensuite, si on a une calcémie qui est trop basse, eh bien on risque l'inverse, c'est-à-dire d'avoir des troubles de la coagulation, une coagulation qui ne se fait pas suffisamment efficacement. Le calcium est nécessaire à la coagulation Voilà. et la vitamine K.
Qui veut dire coagulation en allemand. Absolument, voilà. C'est une vitamine cruciale et qui a des rôles notamment dans le métabolisme du calcium qui sont très très importants. Donc on se rend compte au fur et à mesure que les études avancent que le calcium, il a des rôles beaucoup plus complexes que ce qu'on imagine classiquement, et que la vitamine K y est très étroitement liée. Et pour revenir à la vitamine D en réalité c'est un stéroïde, c'est un dérivé du cholestérol, ce qui c'est pas suffisamment. Quand on dit qu'on fabrique la vitamine D grâce à l'exposition au soleil, il faut souligner qu'au départ, ça commence par le foie qui fabrique le cholestérol, qu'il va modifier en une molécule qu'on appelle l'ergostérol. L'ergostérol est envoyé sous la peau et grâce à l'énergie photonique, grâce à la lumière, du soleil quand même, parce que c'est pas ici. Non, voilà, c'est ça. C'est pas dans le studio d'ABC Talk TV qu'on va faire de la vitamine D. Il faut vraiment une longueur d'onde particulière, une intensité particulière. Donc des bons UVB, quoi. Voilà, quand on est exposé au soleil, on va casser la molécule, en tout cas la rompre à un endroit bien précis, pour ensuite obtenir ce qui va donner la forme active après encore deux étapes métaboliques, donc de la vitamine D. Donc la vitamine D, elle se comporte comme un stéroïde et elle a des récepteurs qui sont situés dans le noyau de ces cellules cibles. Et le noyau des cellules cibles possède un récepteur de type VDR, vitamine D récepteur, et ce récepteur est un récepteur aux stéroïdes. Donc la vitamine D, c'est plutôt une hormone stéroïde dans le sens où elle va stimuler l'activation de certains gènes. Et ces gènes sont bien connus maintenant, et pour l'écrasante majorité, ce sont des gènes qui concernent l'immunité. Centaines de jeunes, hein, c'est pas 3 ou 4. Ah non, on est à plus de 200. 240 et quelques, si ma mémoire me fait pas défaut. Voilà. Et encore, là, j'ai en tête une publication de 2019, donc ça a certainement bougé depuis. Donc on se rend compte que la vitamine D a une activité de régulation et de stimulation de l'immunité. Régulation dans le sens où une immunité trop agressive, dans le cadre de l'auto-immunité, peut être réduite. Il y a une étude nîmoise et plusieurs autres études qui ont regardé comment la supplémentation assez intensive dans un cadre médical particulier, il ne faut pas improviser, il faut que ce soit encadré, pour des patients atteints de sclérose en plaques, permettait d'avoir des effets positifs. Très intéressant. C'est au CHU de Nîmes qui font des études sur des taux très élevés de vitamine D dans le cas des scléroses en plaques. Voilà, c'est bien de cette étude-là que je parle. Et il y en a encore d'autres qui utilisent déjà depuis plusieurs années, au moins une décennie, si ce n'est pas plus, ce type de protocole-là. Donc protocole c'est très Coimbra. intéressant. Voilà, et donc ces protocoles-là montrent que la vitamine D a une activité de régulation de l'immunité, c'est-à-dire qu'on peut réduire l'auto-immunité et on peut rendre le système immunitaire plus efficace. Oui, parce que la sclérose en plaques, c'est une maladie auto-immune. C'est une maladie auto-immune, voilà, tout à fait. Donc, il y a d'autres pathologies auto-immunes, d'ailleurs, dans lesquelles la vitamine D est étudiée. C'est plutôt intéressant. Ça ne veut pas dire qu'on va arrêter ces traitements du jour au lendemain en prenant de la vitamine D. Il faut être sûr de bien la métaboliser parce que le métabolisme de la vitamine D est complexe. Donc, il faut avoir un foie en bonne santé. Il faut avoir des reins en bonne santé, bien s'hydrater, pas boire trop de boissons alcoolisées, pas manger trop de sucre, pas trop de féculents, avoir une alimentation bien réglée comme on en parle souvent. Donc la vitamine D va permettre de réguler l'immunité et elle va être très importante dans la régulation des gènes de la production de certains globules blancs bien particuliers. On parle beaucoup des monocytes, entre autres, pas seulement les neutrophiles, etc. Donc, très, très importante pour l'immunité, cette vitamine D. Et concernant les taux officiellement recommandés, les recommandations ont un peu de retard, même voire beaucoup de retard par rapport à ce qui est publié depuis plusieurs années dans la littérature scientifique. On parle d'un minimum de 4000 à 5000 unités par jour pour une personne qui n'a pas de problème particulier, qui la métabolise bien. Voilà, donc... pour un adulte, là, tu parles d'un adulte. Là, on parle d'un adulte. Pour un enfant, ça dépend de son âge, de son poids, donc c'est un peu différent. Oui. Mais c'est pas des doses qui sont proches de la dose toxique. La dose toxique, pour l'enfant, elle commence à 40 000 unités par jour, et pour l'adulte, à 50 000. Et encore, il faut que ce soit utilisé de manière constante pendant plusieurs mois pour que ça commence à poser problème. Donc là, il faut bien sûr que ce soit cadré au niveau médical avec une surveillance justement de la calcémie, beaucoup plus que du taux de vitamine D, parce qu'on ne mesure pas forcément le bon métabolite de la vitamine D classiquement. Alors, je crois que vous avez bien compris maintenant l'importance de cette moelle osseuse, l'importance de la nutrition bien adaptée, bien calculée avec le végétal, jusqu'à la vitamine D qu'on pourra prendre éventuellement en complément si vous n'avez pas assez de soleil. Et je voudrais terminer en disant qu'il y a aussi des cellules particulières qu'on appelle des plasmocytes qui sont fabriquées par votre moelle osseuse et qui ont une spécificité, c'est celle, comme les lymphocytes B ou les lymphocytes T, de fabriquer d'une manière précise des anticorps.
Et quand il y a des excès de formation de plasmocytes, on a des tumeurs qu'on appelle des plasmocytomes. On appelait ça encore avant la maladie de Kähler, qu'on parle maintenant de pathologies qu'on voit malheureusement de plus en plus souvent. Et si nous voyons autant de pathologies chez les personnes âgées qui sont des pathologies liées au départ à un fonctionnement, je dirais, négatif de la moelle osseuse par rapport à la santé, c'est parce qu'il y a un problème nutritionnel, il y a un problème d'activité physique, donc de sédentarité dont nous avons parlé. Et je pense qu'à partir de ce que nous venons de dire, vous avez la synthèse de la base de votre immunité. Elle est à une source bien précise, à l'intérieur de vos os. N'oubliez pas, vous en avez 206, même les doigts de pied ou de main, ils ont leur rôle, mais c'est surtout dans les parties spongieuses des os, c'est-à-dire aux extrémités hautes et basses de vos fémurs, de votre humérus, etc., qu'elle est fabriquée, ainsi que dans votre bassin, ainsi que derrière ou devant votre thymus dans votre sternum. Donc tout cela est très important à bien comprendre et nous verrons une réduction de ces pathologies dans la mesure où les personnes qui avancent en âge comprendront que leur activité physique et leur nutrition sont à la base de bonnes défenses immunitaires et donc éviter des pathologies, croyez-moi, qui sont pénibles à suivre. Les chimiothérapies sont lourdes. Maintenant, on va vers les immunothérapies associées pour éviter que des leucémies chroniques ne deviennent des leucémies aiguës, que des lymphomes, pathologies du système immunitaire ne soient aggravées justement par, je dirais, les mauvaises habitudes que nous avons prises en avançant en âge. Voilà, je pense qu'à partir de là, vous avez la synthèse de ce qu'il vous faut faire. Mangez mieux et meilleur, protégez votre foie. Nous avons écrit un livre, Votre foie a besoin d'amour. Et ainsi, vous comprendrez comment vous pourrez avancer longuement en âge, en excellente santé. Merci Jean, et on va revenir sur d'autres sujets aussi importants qui sont nécessaires à tous ceux qui nous écoutent. Et merci à ABC Talk de nous permettre de faire passer autant de messages de bonne santé. À très bientôt. À bientôt.